Il y aura donc 4 intervenants, je crois, voilà, 4 intervenants sur cette session, donc sur le rôle du patient expert. Comme d'habitude, c'est enregistré, c'est en replay, donc vous pourrez retrouver le webinaire par mail ou sur les réseaux sociaux. S'il y a des questions, oui. Ah. Bon, s'il y a des questions, eh bien, on est deux, on regarde dans le chat. Donc, bon, vous verrez peut-être mon petit garçon qui est à côté de moi, hein, c'est pas impossible. S'il y a des questions, voilà, dans le chat. Et puis sinon, on se laisse 10-15 minutes à la fin pour pouvoir échanger avec les intervenants. Voilà. Est-ce que c'est OK, un petit pouce en l'air? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que... Ouais, super, merci. Super. Donc du coup, Hélène. Oui, je vous ai rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Voilà, super. Bon, on allait commencer. J'étais juste en train de faire la présentation. Donc Hélène Delacaisse, qui est présidente de l'association Patients Experts Addiction, et du coup, je vais lui laisser la main et qui va présenter un petit peu tout ça. Et puis, vous rencontrerez du coup les différents intervenants au fur et à mesure de l'heure qui va s'écouler. Voilà. Bon webinaire à toutes et à tous. La France Patient Expert a été créée il y a déjà presque 4 ans, grâce à l'énergie de Michel Reynaud, qui je rends hommage, qui a eu une idée géniale, c'est de mettre les différentes polyconsommations ensemble. Voilà. Ce n'était pas évident, c'est la seule association qui existe en France qui traite aussi bien l'alcool, le tabac, les drogues illicites, le sexe, le jeu pathologique et les TCA. Cette association, aujourd'hui, nous sommes plusieurs adhérents. Nous avons mis en place différentes actions, entre autres le forum Addicted et la certification. Alain Dejour vous en parlera tout à l'heure. Pourquoi un patient expert addiction? Le patient expert addiction a tout son rôle dans le parcours de soins. Il est l'intermédiaire entre le soignant et le soigné. Il a le même langage que le soigné et le soignant. Donc, il est là pour retranscrire au soigné ce que le soignant lui dit. Et ça permet ça permet à l'accès aux soins et ça permet à la qualité de l'accompagnement d'aller sur des champs où l'usager tout seul n'irait pas. Et Hélène, pardon, est-ce qu'il serait possible de parler un petit peu plus fort? Ah, oui, c'est vrai que j'ai pas une. Je sais pas. Voilà, juste un petit peu plus fort, ça serait top. Merci. Et donc, nous sommes, comme je vous ai dit, plusieurs adhérents avec différentes pathologies, différentes addictions. Et nous travaillons aussi bien avec l'HAS, avec l'INSERM, avec l'ASM et avec différentes institutions au niveau gouvernemental. J'ai passé la main à Alain le temps que je trouve mon PowerPoint parce que j'avais préparé. Alain, oui. Oui, le temps que je retrouve mon PowerPoint, j'ai un petit problème technique. Alain Dejour, qui est le responsable projet de la certification des patients experts addiction. Ok, donc mon micro est allumé. Oui, bonjour à tous et à toutes. Hein. J'espère qu'on m'entend bien. Hein. On est au fin fond de la Vendée avec une connexion très très faible, mais bon, si ça marche,
tant mieux. Tout est bon. Tout est bon, ok. Donc en fait, mon rôle ici, c'est simplement de parler de la certification qui a été mise au point et dans laquelle nous sommes co-certificateurs avec l'APHP, avec le Centre de développement des compétences donc PICPUS à la PHP. Alors, alors, je peux à tout moment vous présenter aussi un PowerPoint. Je vous l'enverrai de toute façon, hein, un PowerPoint un peu complet sur la certification, hein. Et donc, je voulais dire simplement en liminaire qu'on parle de patient expert addiction, mais on a en fait une vingtaine de vocables différents autour de cette idée de pair aidance, hein. On est dans le champ de la pair aidance. On parle aussi bien justement de pair aidant, de patients ressources, euh, de patients, de travailleurs aidants aussi, de pères travailleurs. Et on a même nos amis belges qui ont une très belle expression, ils appellent ces pères aidants des experts du vécu. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est en fait de profiter de ce savoir expérientiel et de le croiser avec le savoir scientifique, clinique, expérientiel également des soignants. Le patient expert, comme le disait Hélène, c'est un médiateur. Il a une fonction essentielle. Il est témoin du rétablissement possible pour des personnes qui sont encore sous l'emprise de conduite addictive, donc témoin de ce rétablissement possible. Et il est également en fait bilingue, Hélène l'a dit aussi. Il est en mesure d'expliquer à un patient là où il en est dans son parcours, les soignants voilà, lui disent éventuellement. Et dans l'autre sens, il est en mesure aussi de préciser aux soignants, parce qu'il a cette expérience, le vécu du patient. Alors, ensuite, pourquoi une expérience? Pourquoi une certification, excusez-moi. Donc ça, c'était une demande effectivement du professeur Michel Reynaud. Et l'idée, quand il nous a réunis, et l'idée là, c'était d'avoir un outil qui permette à un intervenant, un acteur, ce nouvel acteur de soins, de s'insérer dans les parcours sur la base de ses compétences. C'est-à-dire que le terme patient expert, il est pas né avec les addictions, il est né avec l'éducation thérapeutique du patient, donc autour des années 2010. Et donc, les patients experts interviennent dans des programmes d'éducation thérapeutique. Et pour chaque programme d'éducation thérapeutique, quelque part, ils doivent faire de nouveau la démonstration de leur qualité de patient. Pour autant, il y a une différence essentielle entre un patient expert qui est dédié dans l'éducation thérapeutique du patient à des maladies chroniques et un patient expert addiction. C'est qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui souffre d'une hépatite ou qui souffre d'un cancer d'être rétabli pour devenir patient, alors que nous, pour les addictions, on va parler de rétablissement. Hein, ce terme est très important. Et quand je parle de rétablissement, je ne parle pas d'abstinence, je ne pose pas de normes, je ne me concentre pas sur le produit ou le comportement, je parle d'un rétablissement global. Hein, c'est une connexion à la société, une reprise de contrôle de ses consommations ou de ses comportements. Et il y a un certain nombre de champs qui font que la personne ici est en mesure de dire elle-même qu'elle est rétablie et comment elle s'est rétablie. C'est essentiel. C'est essentiel de pouvoir dire comment je suis rétabli, puisque c'est ça qui va effectivement montrer un chemin possible. Donc, la certification, encore une fois, ça sert à ça. Ça sert à ne parler que de compétences d'accompagnement, que de compétences
autour des activités d'un patient expert. Alors, pour cette certification, on a mis en place avec la PHP un référentiel d'activité compétences. Et donc, ce référentiel va adresser l'ensemble des champs d'intervention du patient expert. Donc, c'est aussi bien l'accompagnement, donc le travail avec une équipe multidisciplinaire, une intervention dans la prévention, avoir des capacités à garantir sa propre sécurité émotionnelle, pouvoir intervenir aussi dans l'éducation thérapeutique du patient, pouvoir intervenir dans la formation des soignants, pouvoir faire de la recherche, pouvoir également intervenir en tant qu'usager dans les différentes commissions et groupes de travail régionaux, locaux, nationaux. Hélène l'a évoqué avec la HAS, par exemple. Et puis, enfin, également avoir des capacités d'animation, que ce soit dans des groupes de parole, qui sont des groupes bien connus, des vieilles, entre guillemets, associations de patients, ou les associations néphralistes, donc alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, et également intervenir en tant qu'animateur éclairé dans des groupes d'autosupport en ligne sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est toutes ces activités-là, ça décrit en fait les possibilités d'action d'un patient expert. À ce niveau, alors moi je ne vois pas les questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions qui soient apparues. D'accord. Alors, donc, ce qu'on a souhaité, c'était de mettre en place un dispositif qui ne soit pas un dispositif en aplomb. On n'a pas voulu faire une sorte de DU de patients experts où des soignants expliqueraient d'en haut à des patients comment devenir un bon patient expert. Hein, ce n'était pas le sujet. Euh, donc, en fait, on s'est un peu calqué sur le dispositif de la validation des acquis de l'expérience. Et ce dispositif, en fait, fait appel à la fois à de la formation. Donc, on a un cycle de formation certifiant, de l'expérience. Donc, on propose aux candidats de réaliser des stages, par exemple. Et puis également, comme dans la VAE, un travail réflexif, un travail réflexif de remplissage d'un livret de description des acquis de ses compétences. Voilà, donc le parcours, et après je vais m'arrêter, je vais passer la parole à Françoise ou à Hélène si elle a retrouvé son PowerPoint. Le parcours se passe en 3 temps. Il y a un temps de recevabilité où la personne va remplir simplement un gros CV lié à ses activités de père aidant, si elle en a et on souhaite qu'elle en ait déjà, et à son projet de patient expert. Elle va rencontrer un jury qui est un jury paritaire qui va travailler effectivement là-dessus et émettre des préconisations. Ces préconisations vont consister en fait à retirer dans le parcours de certification ce que la personne sait déjà. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de refaire ce qu'elle a déjà fait. Maintenant, si elle souhaite renforcer ses compétences sur tel ou tel point, elle peut évidemment s'en saisir. Donc, en fait, on accueille respectueusement l'expérience des personnes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, c'est de réaliser ce parcours de formation et d'expérience et de remplir son livret de certification. Et l'écran est très agité pour moi. Et puis, la dernière étape, c'est la certification. On rencontre de nouveau un jury, et de nouveau un jury paritaire. Et donc, à partir de là, on poursuit l'accompagnement de la personne vers l'intégration alors ça peut être dans des structures de santé ou médico-sociales, ça peut être aussi dans des associations, ça peut être aussi dans des collectivités. Hein. On a, par exemple, à Paris, à la mairie de Paris, la responsable du secteur addiction est une patiente experte et elle coordonne les activités des différents
intervenants en addiction en direction des 50 000 agents de la mairie de Paris. Mais on a d'autres exemples comme ça, on pourra peut-être y revenir. Alors, je ne sais pas, Hélène, tu peux intervenir avec ton PowerPoint? Non, alors, il faut ouvrir votre micro, Madame de la Caisse. Je crois qu'il y avait une question, une demande d'intervention. Oui. Stéphanie Vassas, peut-être. Oui, bonjour à tous. J'ai une petite question à vous poser. Nous, chez Addiction France, on réfléchit au niveau national à la création de ces postes dans nos équipes. Et la question que j'avais à vous poser, la certification dont vous nous avez exposée, qui est très intéressante, est-ce que c'est une certification qui va être reconnue? Alors, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est une reconnaissance d'un diplôme. Parce qu'effectivement, pour embaucher après des patients experts ou patients ressources, je ne sais pas comment il faut les nommer, peu importe, mais au niveau du droit du travail et des conventions collectives, on va avoir besoin d'un cadrage réglementaire, en fait. Oui, alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a déposé, avec la PHP, on a déposé ce dossier auprès de France Compétences. D'accord. Hein. Donc, France Compétences a mis 1 an à nous répondre pour nous dire qu'il fallait revoir un peu notre copie. Donc, on est en train de revoir notre copie. Hein. On rencontre les conseillers de France Compétences le jour du printemps, voilà, dans quelques jours. Et donc, on va retravailler les points qui leur semblaient inintéressants, ou problématiques. Et puis, on s'est déjà adapté, c'est-à-dire qu'actuellement, on est sur un projet qui est financé par le Fonds de lutte contre les addictions, qui se termine en fin 2025. Donc, on est reparti là pour 3 ans. Mais la demande du Fonds de lutte contre les addictions, c'est bien de présenter un système pérenne ensuite. Et je suis d'accord avec vous, Madame. Il va falloir qu'effectivement, que cette certification soit bien inscrite à France Compétences pour pouvoir relever des financements de la formation professionnelle continue et qu'elle soit positionnée effectivement dans une grille de niveau de formation. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur la certification patient expert addiction, etc. Je vais vous raconter une histoire. C'est bien les histoires à 8h30 du matin, comme ça. Ça permet de démarrer la journée. Nous, on a mené une expérimentation avec cette question que vous avez tous. Comment on fait pour intégrer un patient expert dans des équipes? Comment ça se passe? C'est qui ces gens-là? Alors on s'est dit, c'est génial, il y a un référentiel, comme il a dit Monsieur Desjours, c'est-à-dire un document qui explique toutes les compétences et les activités qu'est censé faire un patient expert. C'est ça la certification. On a cette sorte de diplomation qui dit, eh ben oui, la personne sait faire ceci, cela. Et c'est hyper détaillé. Donc c'est génial. Donc on s'est dit, nous on va partir avec ça et on va aller voir dans la région Bretagne, on a fait ça en Bretagne, toutes les associations de patients. Et puis on va aller voir tous les organismes qui pourraient accueillir un patient expert en leur disant c'est quoi vos besoins. Et puis on va faire des mariages au niveau des territoires. Genre site de rencontre entre les patients experts et les établissements. On leur facilitait la tâche. Alors on est parti avec notre petite valise et on a commencé par repérer toutes les associations de patients. Ça, sur un territoire, c'est pas évident. Parce qu'il y en a plein, ça fonctionne en silo, les gens ne se croisent pas obligatoirement, ni ne travaillent pas ensemble. Et à l'intérieur de ces associations de patients, on a commencé à parler de cette certification, de cette possibilité d'être reconnu comme patient expert addiction. Vous mettez tous les mots que vous voulez derrière, patient ressources, patient partenaire, patient, etc., etc. On peut mettre plein de mots derrière. Et là, eh ben, il s'est passé quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, c'est de la résistance. Parce que les patients experts nous ont dit « Ouais, mais vous êtes mignons, vous. Moi, ça fait 20 ans que je fais du bénévolat. C'est quoi votre truc? Maintenant, il y a besoin d'une casquette patient expert pour valoir quelque chose ?» Et donc, on a dû passer et travailler autour de ces résistances. Ça n'a pas été si évident que ça. Parce que les candidats à cette certification patient expert, c'est qui? Moi, je fais partie des jurys. Les premiers candidats, ce sont des gens qui ont une expérience longue dans l'aide à autrui, dans l'aide au père,
qui se sont formés, qui ont appris sur le terrain, dans des sessions de formation. Ce sont des gens qui viennent chercher là une reconnaissance d'un parcours humain, d'une expérience de sortie d'addiction et d'aide à autrui. Ça, c'est les premiers candidats. Les deuxièmes candidats, ce sont des gens qui ont un projet, parce qu'ils veulent en faire quelque chose. Ils veulent intégrer une équipe, ils veulent aller plus loin, ils veulent monter telle ou telle action. Ça, c'est les deuxièmes types de candidats. Les troisièmes types de candidats, c'est les gens qui sont patients experts, qui sont actifs dans des associations et qui se trouvent avec des portes fermées, qui sont sur un territoire, qui voudraient intervenir dans l'hôpital d'à côté avec un centre de post-cure, mais à qui on refuse l'entrée dans cet hôpital. Tout simplement parce que ce ne sont que, vous me passez l'expression, des patients ou des ex-buveurs ou des ex-fumeurs ou des ex-drogués. Et c'est ça le type de candidat qu'on a à cette certification. Donc on a travaillé avec des associations de patients. Ensuite, on a travaillé avec les établissements. Ça vous intéresserait d'accueillir un patient expert? Pourquoi faire? Est-ce que vous travaillez déjà avec des patients? Est-ce qu'il y a des patients qui interviennent dans vos établissements? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça donne? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Et là, on s'est opposé aussi, on a trouvé en réponse des structures qui étaient très intéressées pour l'accueil des patients, dits experts, notamment avec cette certification, parce que ça simplifie sacrément les choses. On a une garantie de compétence de la personne, c'est pas rien, hein, surtout quelle que soit l'organisation, on l'a entendu tout à l'heure. Mais par contre, on avait dans les équipes aussi des résistances. Qu'est-ce que vient faire cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire? Et si la personne rechute, comment on fait? Et toutes ces questions qui tiennent vraiment de la non-évidence de l'accueil de ce nouveau type de profil dans un système d'information, d'accompagnement et de soins. Alors, on a travaillé avec tout le monde, on les a mis en lien, on a fait des groupes de travail, on a fait que les associations de patients parlent entre elles et créent des projets entre elles, on a fait que les établissements de santé parlent entre eux, de façon à aussi partager leurs expériences sur des territoires, parce qu'on s'est rendu compte que même sur un même territoire géographique, les gens communiquaient très peu. Donc cette question de patient expert a été un prétexte à communiquer et à travailler ensemble. Et on a construit des outils, parce qu'il faut outiller les établissements et outiller les patients experts. On a construit une charte d'intégration des patients experts, on a construit un premier document de conventionnement pour l'accueil du patient expert et on a construit une sorte d'aide-mémoire, de guide pratique. Je souhaite accueillir un patient expert addiction. Quelles sont les bonnes questions à me poser? Et on commence à travailler actuellement sur ce qu'on appelle l'acculturation des équipes, c'est-à-dire le travail avec les équipes pour l'accueil d'un patient expert. Tout comme nous accompagnons les futurs patients experts tout au long de leur parcours et après leur parcours. Parce qu'il s'agit pour ces personnes-là d'être supervisées. La question de la supervision est essentielle. Et il s'agit aussi pour ces personnes-là de faire communauté. Donc pour moi, la question des patients experts, c'est une question super intéressante parce que ça pose des nouvelles questions dans le champ de la santé publique. On n'est plus dans quel est le rôle du patient dans le système de santé, participation aux différentes instances, etc. On met un patient, ça fait bien, hein, mais quel est le rôle actif que peuvent avoir des patients experts dans le secteur des addictions au pluriel. Et ça, c'est pas une petite question. Donc nous, on continue cette expérience. Ce que je voulais te dire, c'est que là, on a un maillon de plus dans ce chemin de rétablissement, de soins des personnes. On a un maillon qui peut être aussi bien à l'accueil des personnes que pendant leur parcours de soins et qui peut aussi être là après ce parcours de soins pour le consolider. Et ce maillon, il est essentiel qu'il travaille le plus étroitement possible avec tous les systèmes existants. Voilà, Hélène. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Je vois qu'il y a Anne-Marie Coulon qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, Anne-Marie.
En fait, c'est Sophia aussi Plancher. Ah d'accord, ok. Je voulais savoir si cette validation, enfin accréditation patient expert était obligatoire pour intervenir au sein d'Addiction France, par exemple, et si certains diplômes éventuellement pouvaient remplacer le fait d'être patient expert. Est-ce que vous voulez que je réponde pour Addiction France? S'il vous plaît. Oui, alors pour Addiction France, effectivement, la question du diplôme ou de la certification est importante. Pourquoi? Parce que nous, on ne souhaite pas que ce soit des personnes bénévoles. On veut que ce soit des personnes salariées. Donc, comme tout salarié qui rentre dans un cadre et dans une convention collective, on est obligé de formaliser les choses. On est en train d'écrire le profil de poste actuellement. On se pose toutes ces questions-là, hein, c'est très important. Donc oui, chez Addiction France, ça sera obligatoire. Et juste pour rebondir sur ce que disait Françoise, chez nous, nous avons déjà un patient expert bénévole depuis de nombreuses années dans notre programme d'éducation thérapeutique. Et je pense que le frein avec les équipes, souvent, qu'il ne faut pas oublier, c'est que les équipes ont été amenées à suivre cette personne. Et quand on passe de la relation singulière où on fait part de son intimité, de son parcours de vie, c'est pas évident de retrouver cette personne-là dans un autre cadre, qui est un cadre de partage plus professionnel, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour les équipes, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais c'est super déstabilisant. Oui. Et certains diplômes peuvent faire bénéficier de le patient expert ou pas. Par exemple, moi, je suis infirmière de base anesthésiste et j'ai un DU en addictologie et comorbidité psychiatrique que j'ai passé à Sainte-Anne à Paris et un DU en entretien motivationnel. Et ça fait 2 fois que j'interviens en tant que patient expert sur Tarascon. Aujourd'hui, il n'y a pas de grille. Hein. De grille. La plupart des patients experts d'addiction que je rencontre sont sur des grilles de salaire, de éduc-spé, moniteur éducateur, technicien hospitalier, parce que je travaille à l'hôpital, et technicien hospitalier et agent administratif. Ensuite, il est vrai que l'accueil d'une nouvelle personne qui va avoir une autre fonction que la vôtre en tant que soignant risque de perturber certains. Donc c'est pour ça qu'il est important avant de recruter quelqu'un de bien réfléchir. Est-ce que toute l'équipe est d'accord, l'institution, l'association? Et il y a aussi beaucoup de la part des soignants, des fausses idées comme est-ce qu'il va rechuter, est-ce qu'il va prendre toute la place de l'équipe, on va être obligé de regarder tout le temps, etc. C'est important. Moi, quand je suis arrivée à Marmottan il y a 23 ans, donc c'est pas d'hier, la première des choses que l'hôpital Marmottan a décidé de mettre en place pour mon arrivée, c'était, j'avais 2 tuteurs. J'avais un psychiatre, Michel Exfeuille, et un médecin généraliste, Dominique Boubillet. Et donc, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou que je comprenais pas trop, j'avais tout de suite la possibilité d'en parler. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être complètement intégrée dans cette équipe pluridisciplinaire qui représentait quand même 70 personnes. Donc j'étais la seule médiatrice en santé publique. À l'époque, on parlait des médiateurs en santé publique et avec un parcours d'addiction. Et j'étais plus spécialisée dans les comorbidités telles que l'hépatite C et le VIH. Mais il a fallu effectivement que je rassure les éducateurs, les AS, l'aide-soignante, l'infirmière, la psychologue, le médecin, les ASH, etc., pour dire que j'allais pas du tout les remplacer, que j'étais un maillon complémentaire dans le parcours de soins.
mais ça a nécessité pas mal de temps pour que j'ai l'adhésion de toute l'équipe. Il faut être solide quand on arrive dans une structure hospitalière. Ce que je donne comme conseil à des patients experts, c'est ne pas parler de soi. On n'est pas là pour parler de soi. On est là pour amener, pour accueillir et amener le patient là où il souhaite aller. On n'est pas là pour juger le patient quand il rechute. On n'est pas là. On est là pour l'accompagner. Pour moi, c'est une sorte d'accompagnonnage qui va peut-être durer. Il y en a certains que je vois encore, et ça fait 23 ans que je suis. Un accompagnonnage par rapport à sa temporalité. La temporalité du soignant n'est pas la même que la temporalité de l'usager. Et ça, c'est important. Tout à fait, tout à fait. On a une demande d'intervention d'Isabelle Wenberg. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, donc peut-être j'ai pas eu le début. Je voulais juste poser une question. Donc, le patient expert qui a vécu donc son parcours personnel d'expérience, peut-être centré sur une ou deux substances, si c'est par le biais d'une substance psychoactive, mais ça peut être aussi non, enfin, je veux dire comportemental sans produit, mais la formation, et c'est là où peut-être vous l'avez abordé en début de présentation, la formation, est-ce qu'elle apporte un bagage suffisant, pluriel, à la personne patient expert pour pouvoir après être confronté à accompagner des personnes qui n'auraient, comment dire, aucun lien avec son expérience, parcours de consommation? Le jury peut prescrire jusqu'à un DU d'édictologie aux personnes qui ont ce projet justement de s'insérer dans une équipe telle que vous la présentez. Le jury tient compte du parcours de la personne, de ses apprentissages, de ses acquis, de ses formations, de son expérience et aussi de son projet. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la résistance des équipes de voir un patient qui a été patient dans le service devenir patient expert. C'est un vrai souci. Nous avons des addictologues qui nous disent « Bonjour, je vous adresse mon patient pour devenir patient expert parce qu'on aimerait bien faire quelque chose avec lui. » Alors, le patient, il faut qu'il soit acteur de ce projet. Donc, on doit travailler avec lui. Et ensuite, le jury, là, va lui préconiser de façon systématique des stages en dehors de la structure où il a fait tout son parcours, pour qu'il aille découvrir ce que c'est un service d'addicto autre, un XAPA, un CARUD, etc., etc. Donc le jury a cette mission-là que d'ouvrir aussi les yeux du patient expert sur autre chose que ce qu'il a connu jusqu'ici. Donc cette notion de mon patient ou le patient du service, c'est une notion qui pour nous, peut amener des soucis. C'est pour ça que le jury va réagir très vite et préconiser une ouverture du champ. Mais oui, il y a des préconisations de formation diverses, variées en fonction des besoins de la personne. Ça peut être des formations relativement courtes, mais ciblées, jusqu'au DU d'addictologie, par exemple. Oui, il y a le DU d'addictologie, mais il y a aussi pour moi tout ce qui est les outils d'entretien. C'est important aussi, c'est le counseling, la méthode Progeska, etc. Et que le patient doit aussi apprendre toutes ces méthodes et pas juger quelqu'un qui rechute. Parce que bon, très souvent, le patient expert aime bien que ce patient qui suit depuis quelque temps puisse arrêter, voire diminuer la consommation. La rechute fait aussi partie de l'accompagnement. Donc, j'entends quelquefois, il faut IACA, tu peux, etc.
c'est vraiment avoir une empathie et une posture de patient expert. Et pas d'ancien usager qui est mécontent parce que l'autre a rechuté et qu'il aurait voulu qu'il soit un exemple. Ça, c'est important aussi dans l'accompagnement de l'usager. Et cet accompagnement peut être amené aussi, par exemple, là, vous parliez tout à l'heure de France, de l'addiction, c'est ça? Il peut être amené aussi à accompagner l'usager à l'hôpital, hein, parce que, bien sûr, il peut y avoir des problèmes somatiques, etc., des rendez-vous de prix, et que c'est mieux peut-être de l'accompagner pour éviter qu'il ne rate pas le rendez-vous. Donc, et ce qui est bien au niveau de l'hôpital public, c'est que les professionnels de santé sont rassurés quand on accompagne un usager, parce que déjà, il va pas foutre le bordel dans la salle d'attente, excusez-moi du terme. Ensuite, il va demander s'il peut assister à la consulte, et si l'usager est d'accord. Donc, cette consulte, elle va se faire à 3. Hein. Elle va se faire à 3. L'usager ne va pas beaucoup parler parce qu'il n'est pas le genre à parler au niveau somatique, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est repartir et avoir peut-être son Subutex ou sa méta. Mais le patient expert sera là pour retranscrire la consultation, pour reprendre la consultation à la fin ou quelques heures après, pour dire, bon, ben voilà, il y a tout un programme d'examen à faire, je vais t'accompagner ou on va mettre en place quelque chose. Et donc, ça évite des pertes de vue dans le sens somatique aussi. Il y a eu des études de fait comme quoi ça apporte un plus dans la structure. Oui, on est typiquement en fait sur une réduction du délai de recours aux soins et une diminution du décrochage. Ça, c'est important. Je voulais revenir une seconde sur les questions qui avaient été soulevées donc, par Addiction France et puis par la personne qui évoquait ces diplômes. Les diplômes qui étaient évoqués, en fait, sont des diplômes de soignants. Et donc, en fait, quelque part, au niveau d'un entretien de recrutement, la partie de conduite addictive n'apparaît pas. J'avais été contacté il y a quelque temps par une structure qui souhaitait recruter des patients experts. Et dans la fiche de poste, il y avait avoir eu une histoire de conduite addictive. Et la personne m'a appelé en disant est-ce que je peux poser la question dans l'entretien d'embauche? Eh bien non, le Code du travail l'interdit. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est pas une question d'embauche. L'embauche, c'est sur les compétences. Donc l'intérêt d'une telle certification, c'est aussi de dire ça c'est fait, on n'en parle plus, et on discute des compétences, du savoir-être, etc. de la personne et de son projet et de l'adéquation avec les projets de l'équipe. Donc c'est à ça que sert une certification. Et donc j'ai pas retenu le nom, je suis désolé, de la personne qui s'exprimait. Bien sûr qu'elle est légitime à intervenir, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, dans un contexte où finalement local, où elle est connue, il n'y aura aucune difficulté à être légitime là où elle est. Maintenant, si elle avait à déménager à l'autre bout de la France, se poserait ce problème. Donc c'est tout l'intérêt de cette certification. Et donc, moi, je vous encourage à nous contacter, puisque à partir de ce que vous décrivez, en fait, on peut être sur un dispositif strict de validation des acquis de l'expérience. Donc, à partir du moment où vous cochez toutes les cases, on a un dispositif simple de certification. Sur les formations équivalentes, on va dire, on a le diplôme de médiateur santé-père, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, c'est une L3, donc une licence 3.
et qui est en direction de la santé mentale. Pour autant, énormément de titulaires de cette certification, donc médiateurs santé pair, interviennent en fait comme patients experts dans différents secteurs. Et nous travaillons actuellement avec le GHU Paris à mettre en place une certification équivalente en santé mentale, donc même les mêmes démarches qui s'appuient sur l'expérience et des compléments de formation et sur cette reconnaissance du savoir expérientiel. Donc, un père aidant, en fait, une certification de père aidant en santé mentale et ainsi qu'une certification de proche aidant en santé mentale. Et bien sûr, il y a énormément de choses qui se regroupent à l'intérieur de cette certification, qui se recoupent, pardon. Et donc, les passerelles doivent être possibles de façon à simplifier. Il ne s'agit pas de construire une nouvelle usine à gaz de certification, de façon à simplifier l'accès des personnes qui sont tout à fait légitimes à être titulaires de cette certification. Je ne sais pas si Anne-Marie Coulon, vous aviez levé la main, je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter quelque chose. Voilà, oui, c'est toujours Sophie Roussy-Plorcher qui a... Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Merci pour l'information. J'étais aussi infirmière en psychiatrie, donc je crois que je réponds à pas mal de cases. Nous, au XAPA de Tarascon, nous sommes 2 patients experts à intervenir. Bon, on se met cette étiquette, mais nous n'avons pas notre validation, comme vous dites. Mais nous sommes bénévoles et nous tenons à le rester. Nous n'avons pas besoin de salaire. Donc, ça se passe très bien. Ça fait 2 ans qu'on intervient. Ça se passe très, très bien. On n'est pas contre passer l'accréditation éventuellement. Mais bon, j'insiste sur le fait que nous n'avons pas besoin d'être salariés. Les modes d'intervention des patients experts sont divers. Il y a effectivement le bénévolat qui, pour la certification professionnelle, est tout à fait l'équivalent d'une activité salariée. Hein, le bénévolat, ça apporte des compétences. Hein, c'est tout à fait légitime. Il y a des personnes qui souhaitent s'orienter vers du salariat. Et là, on a un problème de grille, et Hélène l'a évoqué, hein, de positionnement dans une grille. On a des situations vraiment extrêmes. À La Réunion, par exemple, des patients experts sont employés sur des contrats d'insertion. Donc, il n'y a pas plus précaire. Hein, c'est en dessous du SMIC et c'est pour quelques mois. Par contre, en Seine-Saint-Denis, il y a un projet donc, autour des médiateurs santé pair où cette fois, il y a une enveloppe dégagée par l'ARS Île-de-France de 45 000 € par an pour un poste de médiateur santé pair, en fait, concrètement de père aidant. Je crois que c'est sur la santé mentale, mais c'est voilà, on est sur la même problématique. On a enfin des personnes qui montent leur activité, hein, donc qui interviennent en tant que prestataires. Et là, on se retrouve confronté à d'autres problématiques, notamment la problématique, si ces personnes s'adressent à l'hôpital public, des problématiques de marché public, de mise en concurrence, puisque un hôpital ne peut pas payer de facture s'il n'y a pas eu de mise en concurrence, d'une façon ou d'une autre, de l'offre de service. Voilà, donc on traite tous ces aspects-là. Si vous voulez, moi je souhaiterais que Jennifer Sion puisse intervenir. Elle est dans le parcours de certification et elle peut peut-être évoquer comment elle est arrivée là et puis là où elle en est actuellement. Elle est recevable et elle est en train de suivre ce parcours de certification. Alors Jennifer, Oui. si tu es là, je ne vois pas. Oui, tout à fait, il reste 10 minutes, donc voilà, on a quelques minutes pour Jennifer, si elle veut participer, avec plaisir. Bonjour à tous. Eh bien, oui, moi, ça fait 1 an, un peu moins d'1 an que j'ai passé mon premier jury, grâce à l'association Je ne fume plus.
Je suis bénévole en fait sur le groupe d'autosupport sur Facebook depuis plusieurs années. Donc c'est grâce à eux que j'ai eu accès à la certification patient expert addiction. Je suis en recherche de stage depuis plusieurs mois. Et ce que vous avez évoqué, ça me parle beaucoup parce que pour le coup, les résistances, moi, je me prends la tête en plein dedans parce que oui, c'est pas évident. Parce que j'ai beau habiter dans une grande ville, j'habite sur Marseille, donc je m'étais dit que les structures, il y en avait pas mal, et en effet, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, les patients experts addiction. Ils ne comprennent pas à quoi on sert, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut. Donc, il faut expliquer, il faut se vendre, entre guillemets. Et c'est aussi un souci de personnel. J'ai un XAPA qui m'a refusé en stage il y a quelques semaines parce qu'en fait, ils n'ont tout simplement pas assez de chefs de service. Donc, ils estiment qu'ils ne peuvent pas me prendre en stage et en même temps, je les remercie de m'avoir refusé pour ça parce que je me serais retrouvée un peu toute seule dans un nouveau domaine. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver comme ça. On a l'impression d'arriver presque comme un cheveu sur la soupe avec notre savoir expérientiel et nos compétences. Et comme disait Hélène, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment se battre pour pouvoir faire un peu évoluer les mentalités et faire bouger les choses. Oui, mais Je voudrais juste ajouter, du coup, c'est que l'équipe de la certification est tout à fait disponible, même pour un stage, à réaliser une information collective des personnes, par exemple, lors de la réunion hebdomadaire, hein, pour présenter. On l'a fait voilà, 15 jours au XAPA Cassini à Paris. Voilà, donc, on est venu. Là, on l'a fait en présentiel, mais on peut le faire aussi en visio. Donc, faire une présentation de ce qu'est un patient expert, de la certification, à toute l'équipe et de façon à répondre à toutes les questions. Et on peut mettre en place aussi des moments de formation, d'acculturation, comme l'évoquait Françoise. On est tout à fait disponible là-dessus, voilà, que ce soit pendant la certification, pour les stages, ou après la certification, pour une activité bénévole, salariée ou en prestation. Le fait de voir ce référentiel in vivo, entre guillemets, c'est-à-dire de se le faire expliquer, de voir les compétences mises en œuvre, de voir tout ce que peut faire ou aborder un patient expert addiction, non seulement ça cadre les choses, et on a bien besoin de cadrer les choses, mais ça ouvre aussi des perspectives et des idées de collaboration possibles. Et ça, je pense que c'est important. Et par rapport à ce que disait Hélène tout à l'heure, il y a un mot qui est essentiel et on le retrouve dans vos commentaires, c'est le bilinguisme. Un patient expert, c'est quelqu'un qui est capable et de parler la langue du soignant et de parler la langue du patient et donc de faire traduction. Et cette compétence de traduction est quelque chose d'essentiel dans le parcours des patients. Parce que ça fait aussi qu'on peut accrocher aux soins. Ça participe de cette réduction des décrochages qui sont importantes. Alors, on a bien entendu autrement, et on lance un appel, hein, si vous avez un petit stage pour Jennifer, on serait très, très content. Mais dans les conversations, il y a déjà des propositions presque. Et juste une précision, non, la certification n'est pas payante, elle est gratuite, de A jusqu'à Z. C'est quelque chose d'essentiel. C'est pris en charge dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions. Hein. Par ailleurs, les stages, les France Patients Experts Addiction et organismes de formation et délivrent des conventions de stage. Il y a un tuteur dans l'association qui va suivre la personne pendant tout son stage. On ne laisse pas les gens partir comme ça en stage, démerdez-vous. Hein. C'est vraiment très cadré. Pendant tout le chemin de certification, la personne est suivie par un tuteur qui doit rendre compte du suivi de la personne. Et il y a aussi des espaces dits de supervision des patients experts en cours. Il reste 5 minutes.
Oui. Est-ce que Françoise accepterait de partager les outils qui ont été évoqués tout à l'heure? Oui, Parce j'ai qu'ils ont l'air demandé à fort l'ARS. intéressants. Ouais, j'ai demandé à l'ARS Bretagne de pouvoir les partager. Je pense qu'ils vont me dire oui. Dès que j'aurai leur oui, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, j'adresserai aux organisateurs de cette journée les éléments de façon à ce que vous puissiez vous en saisir et en faire ce que vous voulez. Après, vous faites par rapport à vos besoins à vous, bien sûr. Merci. Nous, on essaye de continuer sur cette histoire. On va travailler, enfin, on espère, on croise les doigts, on dépose un projet. On voudrait travailler sur les conditions d'employabilité des patients experts, très concrètement, les pieds dans le plat, et mettre en place une sorte, alors les mots sont grands, hein, une sorte d'observatoire régional des parcours des patients experts, voir là où ça match, voir là où ça pose difficulté. Quand je dis patient expert, c'est au sens large du terme. Je me permets d'intervenir. Super pour les outils. On fera communiquer tout ça. Il reste 4 minutes. Peut-être que Hélène, je vais vous laisser le mot de la fin, sachant qu'une question était savoir comment vous contacter dans le 84. Voilà. Donc, et je crois qu'il y avait Michel aussi qui voulait faire une intervention. C'est bon? Non, effectivement, excusez-moi, deux secondes. En tant Une que minute. dinosaure de la dictologie vauclusienne, nous, on a commencé à faire des substitutions avant que ce soit légal. Et effectivement, on avait beaucoup de patients qui étaient amenés par d'autres usagers encore actifs, pas très actifs, ce qui posait souvent des problèmes, effectivement, d'accompagnement. Mais il n'empêche que ça a été super porteur et que ça a été quelque chose qui nous a complètement baigné dans cette histoire et que je pense que c'est complètement fondamental d'intégrer effectivement, quand c'est possible, des experts EXPAIR éventuellement ou EXPERT. Non, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on peut démarrer comme accueillant et finir comme chercheur. Oui. Patient-chercheur, etc., patient-partenaire. Sinon, ce que je voulais dire au niveau de France Patient Expert, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'en 2025, nous ayons 200 patients experts. 200 patients experts certifiés. À ce jour, on en a à peu près plus de une cinquantaine. Et donc, je pense que depuis 23 ans, je n'ai jamais entendu autant parler de patients experts, de patients partenaires, de pères aidants, de médiateurs, santé père. Il y a toute une vague de, je sais pas si c'est politique ou si, voilà. Mais j'en parlais avec Marion, moi c'est quelque chose que je mets toujours en exemple quand j'interviens, c'est que pour la RDR, vous la connaissez, la RDR, ça existe depuis des années, des décennies. Il a fallu 40 ans pour que ça rentre dans le code de la santé publique. Donc, pour tous ces jeunes qui veulent devenir patients experts, il va falloir du temps malheureusement, parce que on est entre le médical et le social, et donc c'est une question de posture, c'est une question de maturité, c'est une question de légitimité, c'est une question de voilà. Mais je pense qu'on va y arriver parce que on est dans la démocratie en santé, et c'est important aussi que ce patient expert soit aussi le référent des usagers. Au niveau de votre conseil de la vie sociale, etc., c'est quand même important de positionner aussi cette personne à ce niveau-là, du conseil de la vie sociale. Excusez-moi. Sinon, je vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invités. Je vous enverrai le PowerPoint. Oui, voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est surtout, voilà, vous avez travaillé matin, dessus. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave, c'était très bien comme ça. On arrive à 9 h pile. Merci à tous, en tout cas, de vos interventions très riches qui ont beaucoup suscité je vois en tout cas de l'animation dans la conversation et des envies probablement d'aller explorer un petit peu tout ça, donc c'est chouette. Comment faire pour vous contacter, Hélène, dans le 84? Est-ce qu'il y a une antenne? Comment... Pas encore. Sinon, vous pouvez me contacter présidence@fpa.fr. Je vais vous noter. Oui, voilà. Et puis, de toute façon, je remettrai les coordonnées dans le mail que vous recevrez avec le webinaire d'aujourd'hui, avec le PowerPoint également. Donc, voilà. Écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation et ces échanges riches. Et peut-être ces stages trouvés, je vois. Donc ça, c'est chouette. Le prochain webinaire, c'est le 11 avril sur addiction, psychiatrie, les pathologies duelles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le mois prochain. Et puis, attendez, je regarde, hop, niveau des mains. OK. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter le dernier petit mot de la fin ou on se quitte là-dessus? C'est tout bon? Eh ben, merci beaucoup, Hélène, Alain, Françoise et Jennifer de votre intervention et de vos questions et participation à tout le monde. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.